Chapitre 12. Le travail politique. Dans l'armée fut institué, pendant la première guerre civile révolutionnaire de 1924-1927, le système des délégués du parti et des départements politiques, inconnu jusqu'alors dans l'histoire de la Chine, système qui donna à cette armée une physionomie toute nouvelle. Depuis 1927, l'armée rouge, aujourd'hui la 8e armée de route, a hérité de ce système et l'a développé. En se fondant sur la guerre populaire et sur les principes de l'unité entre l'armée et le peuple, de l'unité entre les commandants et les combattants, et celui de la désagrégation des troupes ennemies, l'armée populaire de libération a développé son puissant travail politique révolutionnaire, et c'est là un important facteur de notre victoire. Cette armée a créé un système de travail politique indispensable à la guerre populaire et qui vise à promouvoir la lutte pour la cohésion dans ses rangs, l'union avec les troupes amies, l'union avec le peuple, la désagrégation de l'armée ennemie et la victoire dans chaque combat. Le travail politique est vital pour tout notre travail dans le domaine économique, à plus forte raison dans la période de transformation radicale du régime socio-économique. Si l'armée rouge a pu combattre dans de si dures conditions sans se disloquer, une des raisons importantes en est que la cellule du parti est organisée sur la base de la compagnie. Le travail politique de la 8e armée de route repose sur 3 principes fondamentaux. Premièrement, le principe de l'unité des officiers et des soldats, qui implique l'abolition des pratiques féodales dans l'armée, l'interdiction des châtiments corporels et des injures, l'institution d'une discipline observée de façon consciente et la création d'un genre de vie où officiers et soldats partagent leurs joies et leurs peines, ce qui fait que l'armée est étroitement unie. Deuxièmement, le principe de l'unité de l'armée et du peuple. Il implique que la discipline ne tolère pas la moindre atteinte aux intérêts des masses, que l'armée fasse de la propagande parmi elles, qu'elle les organise et les arme, qu'elle allège leurs charges financières et qu'elle châtie les traîtres à la nation qui portent préjudice au peuple et à l'armée. Ainsi, elle est unie au peuple et partout bien accueillie. Troisièmement, le principe de la désagrégation des forces de l'ennemi et de la clémence à l'égard des prisonniers de guerre. Notre victoire ne dépend pas seulement des opérations de nos troupes, mais aussi de la désagrégation des forces de l'adversaire. Nos troupes doivent observer les principes justes qui régissent les rapports de l'armée avec le peuple, le gouvernement et le parti, les rapports entre officiers et soldats, entre le travail militaire et le travail politique, et les rapports entre les cadres. En aucun cas, elles ne doivent verser dans le militarisme des seigneurs de guerre. Les officiers doivent aimer leurs soldats. Ils ne se montreront pas indifférents à leur égard et ne leur infligeront pas de châtiments corporels. Il faut que l'armée aime le peuple, ne lèse pas ses intérêts. Elle doit respecter le gouvernement et le parti et ne pas réclamer d'indépendance. Notre politique à l'égard des prisonniers, qu'ils proviennent de l'armée japonaise, des troupes fantoches ou anticommunistes, est de les relâcher, à l'exception de ceux qui ont encouru la haine du peuple et qui, après ratification par des instances supérieures, doivent absolument être exécutés. Il faut gagner à nous, en grand nombre, les prisonniers qui ont été enrôlés de force et dont l'esprit est plus ou moins révolutionnaire, et les intégrer dans notre armée. Tous les autres doivent être relâchés. Et s'ils sont de nouveau capturés, il faut de nouveau les relâcher. Il ne faut pas leur infliger de vexations, confisquer leur argent et leurs objets personnels, leur arracher des aveux, mais observer dans tous les cas une attitude franche et bienveillante à leur égard. Cette politique doit être pratiquée à l'égard de tous les prisonniers, quelque réactionnaires qu'ils soient. Elle est extrêmement efficace pour l'isolement du camp de la réaction. Les armes sont un facteur important, mais non décisif, de la guerre. Le facteur décisif, c'est l'homme et non le matériel. Le rapport des forces se détermine non seulement par le rapport des puissances militaires et économiques, mais aussi par le rapport des ressources humaines et des forces morales. C'est l'homme qui dispose des forces militaires et économiques. La bombe atomique est un tigre en papier, dont les réactionnaires américains se servent pour effrayer les gens. Elle a l'air terrible,
mais en fait, elle ne l'est pas. Bien sûr, la bombe atomique est une arme qui peut faire d'immenses massacres, mais c'est le peuple qui décide de l'issue d'une guerre, et non une ou deux armes nouvelles. La base de l'armée, c'est le soldat. Sans insuffler aux troupes un esprit politique progressiste, sans poursuivre dans ce but un travail politique progressiste, il n'est pas possible d'arriver à une unité véritable des officiers et des soldats, d'éveiller en eux le plus grand enthousiasme pour la guerre de résistance et, par conséquent, de donner à notre technique et à notre tactique la base la plus propre à les rendre efficaces. Le point de vue purement militaire est largement répandu chez un certain nombre de camarades de l'armée rouge. Ces manifestations sont les suivantes. On met en opposition le politique et le militaire, et on se refuse à reconnaître que celui-ci n'est que l'un des moyens pour accomplir les tâches politiques. Certains affirment même que si les choses vont bien sur le plan militaire, elles vont forcément bien sur le plan politique, et si elles vont mal sur le plan militaire, elles ne peuvent aller bien sur le plan politique. C'est s'avancer encore plus loin et soutenir que le militaire commande le politique. Prendre en main l'éducation idéologique, voilà la tâche centrale si on veut unir tout le parti en vue de ces grandes luttes politiques. Faute de quoi, le parti ne pourra accomplir aucune de ses tâches politiques. Ces derniers temps, on a constaté un fléchissement dans le travail idéologique et politique parmi les étudiants et les intellectuels, et certaines déviations sont apparues. Il en est qui pensent apparemment qu'ils n'ont pas besoin de se soucier de la politique, de l'avenir de leur pays et des idéaux de l'humanité. À leurs yeux, le marxisme aurait été à la mode un certain temps et ne le serait plus tellement maintenant. Étant donné cette situation, il est à présent nécessaire de renforcer notre travail idéologique et politique. Étudiants et intellectuels doivent s'appliquer à l'étude. Tout en travaillant à leur spécialité, ils doivent faire des progrès sur le plan idéologique et sur le plan politique, et pour cela étudier le marxisme, les questions politiques et les problèmes d'actualité. Sans vue politique juste, on est comme sans âme. Tous les organismes et toutes les organisations doivent assumer la responsabilité du travail idéologique et politique. Et cette tâche incombe au Parti communiste, à la Ligue de la jeunesse, aux organismes gouvernementaux directement intéressés et à plus forte raison aux directeurs et aux enseignants des établissements scolaires. Grâce au travail d'éducation politique qui a été accompli, les soldats de l'armée rouge ont tous la conscience de classe. Ils ont acquis des notions générales, notamment sur la distribution des terres, l'instauration du pouvoir, l'armement des ouvriers et des paysans. Ils savent qu'ils se battent pour eux-mêmes, pour la classe ouvrière et la paysannerie. C'est pourquoi, malgré l'âpreté de la lutte, ils ne se plaignent pas. Chaque compagnie, bataillon ou régiment a son comité de soldats qui représente les intérêts de nos hommes de troupe et exécute le travail politique et le travail parmi les masses populaires. En conduisant correctement le mouvement de l'expression des griefs, dénonciation des souffrances infligées aux masses laborieuses par l'ancienne société et par les réactionnaires, et des 3 vérifications relatives à l'appartenance de classe, à l'accomplissement du travail et à la volonté de combat, on a développé considérablement la conscience politique des commandants et des combattants de toute l'armée dans leur lutte pour l'émancipation des masses laborieuses exploitées, pour l'accomplissement de la réforme agraire dans tout le pays et pour l'anéantissement de l'ennemi de tout le peuple, la bande de Chiang Kai-shek. En même temps, ce mouvement a considérablement renforcé l'étroite cohésion de tous les commandants et combattants sous la direction du Parti communiste. Sur cette base, l'armée a assaini encore davantage ses rangs. Elle a raffermi la discipline, donné essor à un mouvement de masse pour l'instruction militaire et continué à développer, sous une direction judicieuse et en bon ordre, sa démocratie politique, économique et militaire. Aussi, l'armée est-elle aujourd'hui unie comme un seul homme, chacun apportant sa part d'idées et d'énergie. Elle ne craint aucun sacrifice, elle sait surmonter les difficultés matérielles et fait preuve d'intrépidité et d'héroïsme collectif dans la destruction de l'ennemi. Une telle armée sera invincible. Ces derniers mois, on a utilisé dans presque toutes les unités de l'armée populaire de libération les intervalles entre les batailles
pour entreprendre un vaste travail d'instruction et de consolidation. Ce travail a été mené selon la méthode démocratique, et en même temps sous une bonne direction et dans un ordre parfait. Par là, on a stimulé l'ardeur révolutionnaire des commandants et des combattants en leur faisant comprendre clairement le but de la guerre. On a mis fin à certaines tendances idéologiques erronées et à certains phénomènes fâcheux apparus dans l'armée. On a éduqué les cadres et les soldats et fortement accru la capacité combative de l'armée. Nous devons continuer à développer ce mouvement d'éducation idéologique dans l'armée, mouvement démocratique de masse d'un type nouveau. L'enseignement de l'école militaire et politique anti-japonaise s'inspire des principes suivants. Une orientation politique juste et inébranlable, un style de travail fait de labeur et de simplicité, une stratégie et une tactique souple et dynamique. Ces trois principes sont indispensables à la formation d'un soldat révolutionnaire de la résistance anti-japonaise. C'est en fonction de ces trois principes que le personnel administratif et les enseignants poursuivent leur travail et les élèves leurs études. Notre nation a toujours su mener des luttes ardues. Nous devons développer ce style de travail. Bien plus, le Parti communiste a toujours préconisé une orientation politique juste et inébranlable, orientation qui est indissolublement liée à un style de travail fait de luttes ardues. Sans une orientation politique juste et inébranlable, impossible de promouvoir ce style de travail. Et sans lui, impossible de suivre une orientation politique juste et inébranlable. Unité, dynamisme, sérieux et entrain. Ce qui compte réellement dans le monde, c'est d'être consciencieux, et c'est ce à quoi le Parti communiste est le plus attaché.